Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisqu'on est le 8 août et c'est le jour de l'anniversaire de Laurie et moi. Donc déjà, j'ai envie de commencer, Laurie, par te souhaiter un très bon anniversaire. Bah écoute, très bon anniversaire à toi aussi. Et je suis contente de faire cet épisode ensemble pour ce jour spécial. Et bien écoute, moi aussi, alors évidemment, on l'enregistre pas le jour de notre anniversaire, on l'enregistre un tout petit peu en avance. Et aujourd'hui, on vous a préparé, un sujet qu'on adore aborder quand on est toutes les deux. On va pas forcément parler que de marketing, on va plutôt parler d'entrepreneuriat, de business. Et aujourd'hui, on a préparé les 8 leçons business qu'on aurait aimé savoir quand on a commencé il y a quelques années. Ce sont des leçons que Laurie a mises de côté et a sélectionnées. Elle en a sélectionné 8, auxquelles j'adhère complètement. Est-ce que ça te va comme programme ? Écoute, c'est parfait. J'ai commencé parce qu'il y en a une qui est vraiment super importante et je pense que je suis plus légitime que toi pour en parler. C'est la toute première leçon parce que c'est moi qui gère les cordons de la bourse. Non, mais je pense que tu es complètement légitime. Ça doit parler finance à coup sûr. Exactement. Alors, sans parler forcément finance très dure, c'est que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des entreprises se planter à cause de ça. Alors, la trésorerie, c'est vraiment ce qu'on a sur notre compte en banque. Donc, ce qui veut dire que pour avoir une bonne trésorerie, c'est de bien facturer ses clients à l'heure, de pas oublier et de faire ses relances clients. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire qu'on n'a plus d'argent sur le compte. Donc que même si on a des collaborateurs, comment est-ce qu'on va arriver à les payer, comment est-ce qu'on va arriver à se payer soi-même déjà aussi. Et au-delà de ça, avoir une bonne trésorerie, ça permet aussi d'affronter des coups durs, d'affronter des baisses d'activité, parce que parfois c'est cyclique. Des fois il y a moins de demandes, il y a moins de business, c'est une réalité. Ça permet aussi d'affronter des choses qu'on prévoit pas, comme on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais comme une crise sanitaire. Je sais que nous, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires en 2020. Et à aucun moment on a tremblé pour la santé de notre entreprise parce qu'on a toujours eu une très bonne trésorerie, très saine. Donc ça ne veut pas dire qu'on aurait pu tenir des années comme ça. On n'aurait pas tenu un siège pendant 6 ans non plus. Non, mais ça nous a quand même permis d'avoir au moins la sérénité de se dire qu'on n'allait pas manquer d'argent. Donc c'est vraiment garder un œil sur cette réseau et je vous renvoie à un épisode qui est super qu'on a fait avec Laure Matsoukis qui est experte en stratégie financière. On vous mettra le lien dans les ressources. C'est un des premiers conseils qu'on nous a donné. Il est hyper terre à terre. On n'a pas parlé marketing, on n'a pas parlé stratégie, on a juste parlé finance et argent. Et c'est un des tout premiers trucs que je me souviens qu'on nous avait dit, c'est faites gaffe à la trésor. Excellent conseil. Donc merci de nous l'avoir dit dès le départ parce que celui-là on l'a appliqué à la lettre. Alors moi j'ai choisi une des leçons business, donc la deuxième que j'ai partagée ici, c'est que l'équilibre vie perso vie pro, clairement c'est un gros mythe et j'ai envie de dire que ceux qui veulent te faire croire à ça, eux sont des gros mythos. Je vais du coup peut-être démoraliser pas mal de personnes, mais moi ça fait 14 ans que j'estime pas avoir un équilibre vie perso vie pro. Du moins il y a des moments où je suis plus sur la vie perso et des moments où je suis plus sur la vie pro. Les moments de la vie perso, c'est par exemple quand on a eu nos enfants. Enfin là, je vais parler pour moi, mais quand j'ai eu mes enfants, j'étais plus sur la vie perso. Et il y a eu des moments de croissance, des moments où il fallait vraiment mettre le paquet. Typiquement, en ce moment, je suis plus sur la vie pro que sur la vie perso. Ça ne veut pas dire que je suis no life, mais je dirais que je favorise en ce moment plus ma vie professionnelle que ma vie personnelle, comme ça tout le monde le saura. L'équilibre, par définition, c'est un état instable. Au-delà de ça, quand on essaye de trop nous vendre l'équilibre vie pro, vie perso, je trouve que ça a un petit côté anxiogène parce qu'en réalité, souvent, on n'y arrive pas. Et c'est hyper culpabilisant. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ça. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est que par moment, on va favoriser notre vie professionnelle. Et d'autres moments, on va vouloir privilégier notre vie personnelle. Et c'est très bien ainsi. On arrête de se mettre la pression tout le temps pour faire un équilibre parfait. Alors moi, il y a quelque chose aussi, pareil, je vais revenir un peu sur les chiffres. La troisième leçon que j'aimerais bien partager, c'est que il faut arrêter. Enfin, il faut pas uniquement raisonner en chiffre d'affaires, parce qu'en fait, pour moi, à mon sens, c'est aussi stupide que dangereux. Alors on le voit beaucoup sur LinkedIn, j'ai fait tant de CA, tout ça. C'est très bien, mais en réalité,
le chiffre d'affaires, ça montre une performance commerciale. Alors en soi, c'est quand même intéressant de montrer une performance commerciale. Mais un chiffre en lui-même, c'est une donnée, donc c'est pas une information. Il n'y a pas d'interprétation derrière. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien on a dépensé pour réaliser ce chiffre d'affaires et surtout combien il nous reste à la fin, parce que on peut faire, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, si derrière, au final, il nous reste 5 000 euros de bénéfices une fois qu'on a tout enlevé, c'est peut-être moins intéressant que de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires et derrière, où il nous reste 10 000 euros dans les mains. Donc, c'est vraiment à relativiser cette donnée. Donc, on ne réfléchit pas uniquement en chiffre d'affaires parce qu'en fait, sinon, on est capable de dépenser déjà des sommes monstrueuses pour arriver à générer ce chiffre d'affaires au détriment de ce qui va vraiment nous rester dans la poche. Donc ça, c'est pareil, c'est pas du marketing, c'est des finances. Mais la finance prend quand même avoir une certaine éducation ou une certaine conscience des finances dans l'entreprise, c'est vraiment indispensable. Et pourtant, j'estime pas être la plus brillante de ce côté-là. Et dans ce cas-là, il faut s'entourer. Moi, je vais compléter pour donner une dimension marketing. C'est que, déjà, le chiffre d'affaires, c'est une donnée qui est importante, mais c'est juste une donnée. Ce qui va être important parmi les autres indicateurs, c'est le résultat. Mais c'est surtout aussi la capacité à maintenir et reproduire cette performance commerciale dans le temps. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire un super bon chiffre, mais juste sur 6 mois ou 1 an, et après, vous n'arrivez pas à le refaire, pour moi, en termes de longévité, de pérennité, on n'y est pas du tout. Et on voit, il y a certains business avec des modèles économiques spécifiques qui vont arriver à générer beaucoup sur une courte période, on va dire courte période, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne parle pas de quelques semaines, mais par contre, qui ne vont pas réussir à le maintenir parce qu'ils ne vont pas réussir à évoluer, construire une marque solide, satisfaire les clients, parce que ça, si on veut durer, il va quand même falloir derrière mettre de la satisfaction client et de la réputation. Donc, pour moi, le chiffre d'affaires, il doit être aussi interprété par rapport à ça, la durabilité à maintenir et faire grandir ce chiffre. Voilà. Je ne sais pas si c'était le bon mot à utiliser, mais j'ai ajouté, on va dire, la dimension de marketing. Moi, je suis moins finance que toi sur ce coup-là, et je peux le voir que sous l'angle de est-ce que tu as des offres qui vont te permettre de faire de la récurrence, est-ce que tu as des actions et une stratégie qui va te permettre de reproduire ça et de maintenir ça dans la durée. Du coup, c'est à moi donc de partager une leçon. Je crois qu'on en est à la leçon numéro 4. Et ça, c'est un peu la suite de ce qu'on était en train de se dire, c'est que entreprendre et durer, ça nécessite plus de travail que ce qu'on essaye de nous dire. En tout cas, un peu plus que 2 heures par jour. Moi, je me souviens avoir lu il y a de très très nombreuses années, parce que j'avais trouvé le titre évidemment très accrocheur, La semaine de 4 heures. Moi, je l'ai lu aussi, ouais. C'était une promesse exceptionnelle. Je trouvais ça absolument grandiose et tout. Et bon, dans les faits, déconnez pas les gens. C'est très rare d'arriver à bosser 4 heures par semaine et de vivre de ça. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que ça reste plus du domaine de l'exception que d'une situation qui est atteignable par la majorité des personnes. Clairement pas. Et là aussi, il faut arrêter avec ça. Et moi, pendant très longtemps, du coup, je culpabilisais de me dire, merde, en fait, moi, je travaille quand même, je suis plutôt partie des gens qui travaillent beaucoup, alors que tu as plein de gens qui disent qu'ils travaillent, alors peut-être pas 4 heures, mais genre 6, 7, 10 heures par semaine. J'arrivais, évidemment, on arrive à un bon niveau de vie, on a un chiffre d'affaires en croissance, mais clairement pas en travaillant 10 heures par semaine. On est plutôt moi, je pense que je suis plutôt 40, 45 heures, voire 50. Alors, ça dépend ce qu'on compte dans les horaires de travail. Parce que moi, il y a plein de choses que je lis, sur lesquelles je m'informe, j'ai pas l'impression que c'est du travail. Mais ça, c'est autre chose. Se dire qu'on arrive à durer dans le temps, voire très longtemps, là, nous, ça fait 14 ans, en ayant travaillé que très peu d'heures dans une semaine, ça me semble très, très illusoire aujourd'hui. Et pour supprimer la culpabilité, j'ai envie de dire à tout le monde, laissez tomber, c'est pas grave. Vous avez le droit de travailler et la plupart des gens, ils travaillent beaucoup. Et puis en vrai, on a le droit d'aimer travailler aussi. Hein. Ouais, et moi, j'adore ça en plus. Moi, c'est un peu mal. Voilà, je l'ai dit. On a le droit d'aimer aussi. Je m'appelle Sandy et j'adore travailler. Ah oui, mais c'est clair. On a le droit d'aimer travailler. C'est pas une fin en soi de toujours travailler de moins en moins, mais par contre de travailler sur des choses qu'on aime. Et là où on est vraiment excellent, effectivement, ça, je pense que c'est bien de se dire, je veux surtout me concentrer là où, dans ma zone de génie, comme on dit, il n'y a pas forcément toujours cette expression, et puis on peut pas faire que des tâches où on est dans sa zone de génie, mais au moins c'est un but à atteindre. Donc non, dans la vraie vie, ça nécessite quand même de travailler, de fournir quand même une quantité de travail. Du coup, je vais faire une parenthèse parce qu'il y a des gens des fois qui te disent c'est laquelle ils travaillent le plus. Ça, j'adore. C'est laquelle la plus sympa. Bon, ça c'est moi par contre, mais c'est laquelle qui travaille le plus. Je suis la plus drôle. Je dirais qu'on travaille à peu près pareil. Ça dépend des phases, hein, non? Oui, alors c'est pas une question que je me pose forcément. Et on se flique pas mutuellement, non. Voilà, à ceux qui, voilà, on va disclaimer, non, on se flique pas. Je time pas Laurie, je vais pas mis un mouchard pour vérifier. Mais des fois, je l'engueule.
quand elle m'envoie des messages trop tard en disant va te coucher. Ça arrive quand même. C'est vrai que c'est arrivé quelques fois. Alors, c'est à mon tour. Moi, j'ai envie de partager une leçon. Alors, c'est pas forcément du travail, parce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas forcément tout le temps l'impression de travailler quand je fais certaines tâches. Et du coup, je rebondis. Nous, on aime beaucoup se renseigner, on est hyper curieuse. Et je pense que justement, cultiver cette curiosité, cultiver ce que au Japon on appelle le shoshin, l'esprit du débutant, faire preuve d'humilité, toujours s'informer, ne pas avoir d'idées préconçues et continuer d'apprendre en continu. Ça fait partie des choses qui, à mon sens, sont indispensables pour avoir un business qui dure et pour rester toujours non seulement entre guillemets innovant, mais en même temps pour continuer de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. C'est super important et ça permet déjà de continuer de générer des idées. Donc c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire on va continuer de faire comme ça parce que ça a toujours marché comme ça. Et Dieu sait si on en voit quand même des entreprises qui font ça. Donc cultiver cet esprit du débutant, ce shoshin, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que je recommande. Donc, remettez en question, interrogez-vous sur des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Faites preuve d'humilité. C'est pas parce que vous êtes très performant et que vous avez d'excellents résultats que ce sera toujours le cas. C'est vraiment un conseil, une leçon hyper importante. Donc, continuez d'apprendre, continuez de vous informer et continuez de faire votre veille. Alors moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je sais pas, on est là combien? 5, 6? C'est avec quelques, on va dire, coups de pied aux fesses que je l'ai appris. C'est que si tu te plantes, globalement, c'est plus souvent ta faute que la faute des gens en face de toi. Alors ça peut arriver, mais si une offre se vend pas ou si tu as raté une vente, c'est pas forcément que le client est con. C'est même assez rare. C'est plutôt toi qui as merdé et c'est à toi de te remettre en question. Donc c'est un peu dans la suite on va dire, de l'esprit du débutant et de l'humilité. Mais ça, au début, parfois, au début, on a tendance à être un peu amoureux de son produit, de son service, à le trouver absolument génial et à se dire que tout le monde va le trouver génial. Et là, c'est pas forcément le cas. Je sais pas si tu te souviens au début, nous, c'est quand même arrivé plusieurs fois, les gens ne captaient pas trop ce qu'on faisait au tout début. Je me souviens même de mon DG à l'époque qui m'avait regardé en disant ça marchera jamais parce que j'étais encore salariée. Bon, ça, pour le coup, il avait tort. Mais là où il avait peut-être pas tort, c'est de dire que les gens n'allaient pas comprendre. Bon, je sais pas si c'est ça là où il voulait venir, mais finalement, ce genre de choses, on peut les entendre, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Et nous, ça nous est quand même arrivé quelques fois, je dirais pas si souvent, mais ça nous est arrivé quelques fois d'échouer, hein, comme tout le monde. Quand on dit un échec, c'est pas forcément le truc où on perd 1 million d'euros, où on est au fond du rack, mais il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Et quand ça n'a pas marché, c'était évidemment plutôt de notre faute que la faute du marché qui était complètement débile. Et clairement, ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est de pas hésiter à tester, oui, persister un petit peu parce que c'est pas en général en 30 secondes on n'a pas de résultat. Mais par contre, accepter que s'il y a plusieurs personnes et plusieurs prospects qui vous disent que ça les intéresse pas ou qu'ils comprennent pas, ok, remettez-vous en question quoi, et essayez de faire assez vite. Ça veut pas forcément dire que le produit est pourri, ça veut dire aussi que vous essayez de le vendre peut-être aux mauvaises personnes ou avec le mauvais positionnement. C'est assez, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Donc, arrêtez de penser que c'est la faute des autres, prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que parfois, on a des clients qui disent, je me souviens d'un rendez-vous où la personne disait, le prospect disait que ses prospects étaient complètement cons parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ça arrive, c'est clair. Et j'étais un petit peu mortifiée en disant, non, je pense qu'en fait... Mais non, en fait, ton service, c'est juste de la merde, en fait. Voilà, c'est que c'est de la merde. Fais autre chose. Va élever des chèvres ou change de produit. Mais c'est pas la faute des gens, quoi. Les gens vont pas te donner de l'argent pour le plaisir de te donner de l'argent, quoi. Ça s'appelle une association. C'est pas pareil. Écoute, je vais enchaîner puisqu'on parlait de vente et de vente ratée et toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais bien partager une chose aussi qu'on voit un peu trop souvent et qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est quand une vente ne passe pas, on a tendance à baisser son prix. Parce qu'on nous dit c'est trop cher. On dit d'accord, je baisse le prix, sans raison, sans enlever quelque chose ou quoi que ce soit. Et moi, je l'ai encore eu récemment où j'étais moi-même en position d'acheteur par contre. Et la personne, j'avais pas compris. Moi, je pensais que on m'avait dit que le prix c'était, je sais pas moi, 1 000 €. Et la personne me dit c'est 1 500 €. Je dis ah bon, je comprends pas. Il me semblait que c'était 1 000 € et tout. Elle me dit ah d'accord, on fait 1 000 €. Et en fait là, je me suis sous ma gueule. Okay, donc la personne essaye de m'avoir. Voilà, elle se fiche de moi. Pourquoi d'un coup pour la même presta, elle m'enlève quand même, elle m'a enlevé 500 € sur les 1 500 € quoi. C'est énorme. Et alors sans aller jusque là, mais du coup c'est vraiment de peur de perdre une vente, on va faire ça, alors qu'en fait, ça dévalorise la prestation. Moi, je pense qu'on peut tout à fait dire, très bien, si ça ne rentre pas dans votre budget et proposer une solution alternative, mais dans ce cas-là, il faut quand même mentionner qu'on retire un petit bout de la prestation ou qu'on modifie la prestation. Sinon, il n'y a pas de raison
que cette prestation, on la vende un prix à un client et la même prestation soit vendue à un prix différent à un autre client. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison pour que 20 secondes avant, c'était 1500 et 20 secondes après, c'est 1000. Enfin, je veux dire, même si tu raisonnes, je veux dire, tu as envie de te dire, bah, je vais essayer 500 pour voir. Si, la raison, c'est que tu veux choper la vente. Et dans ces cas, je vais essayer de gratter encore. Je me dis, bah, finalement, jusqu'où ça va? Est-ce qu'il y a moyen de faire encore descendre? Tu vois, moi, je pense que je serai à ce point. Hein. C'est vrai que c'est très tentant au début de le faire, mais évitez cet écueil, évitez cette erreur. Et si vous devez baisser votre prix, parce que bien sûr qu'on veut choper la vente. Mais dans ce cas, faites plutôt ce qu'on appelle un downselling, c'est-à-dire modifier votre prestation pour pouvoir rentrer dans le budget. Et si vraiment ça ne va pas, tant pis, on laisse. Je crois qu'on arrive à la 8e. Déjà, on arrive déjà à la 8e leçon. Exactement. Alors, celle-là, je l'adore. Oui, mais pour moi, c'est la plus importante et c'est vrai. S'il y en a qu'une à retenir, c'est celle-ci. Voilà, on va faire, allez, vas-y, plein de cœur, cheese. Donc, attention, hein, attention, leçon hyper cheesy. Hein, on prévient tout le monde. Donc, cheesy, ça veut dire, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, hyper neuneux, hyper pleine de dégoulinance. Allez, c'est pas grave, on le fait, c'est notre anniversaire. Cuculapraline. Je l'ai vraiment appris sur le tas et dans le dur. C'est toi qui définis tes propres règles de succès. Et c'est toi qui définis ça pour avancer et pour durer. Et si tu joues pas avec tes propres règles du jeu, tu vas avoir énormément de mal à durer. Pourquoi je dis ça? Moi, je me souviens au tout début, j'avais rencontré un mec qui était au lycée avec nous d'ailleurs. Il m'avait dit, le truc le plus dur, c'est le premier million. Après, ça passe tout seul. Et je me suis dit, donc objectif, atteindre le million, parce que puisqu'après ça passe tout seul. Et en fait, il y a rien qui passe tout seul, ni le premier million, ni le reste. C'est que ça va dépendre de comment on aborde les choses. La vie, elle devient pas plus belle après 100 000 euros. La vie, elle devient pas plus belle après 1 million d'euros. La vie, juste, elle change. Il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Donc, moi, ce truc de dire, après cette étape, ou si tu joues ce jeu-là, après, ça ira mieux. Je crois que si on est dans ce genre de modèle, on est condamné à être des entrepreneurs très malheureux. Je suis hyper sincère quand je le dis. Ça ne veut pas dire que toi comme moi, on n'a pas des objectifs de chiffre d'affaires. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que on peut y adjoindre d'autres indicateurs qui vont définir si on est bien dans notre business ou pas. Moi, j'ai rencontré plein de dirigeants qui étaient à plus de 10 millions, 50 millions d'euros, qui auraient tout donné pour partir faire solopreneur. D'ailleurs, ils déboulent tous sur LinkedIn. Hein, je sais pas si tu vois, il y en a quand même pas mal. Pour partir être indépendant. Alors, je dis pas que le modèle indépendant, c'est la panacée du tout. Mais si on ne sait pas définir ses propres règles, on risque de jouer avec les règles du jeu de quelqu'un d'autre et ça va pas le faire. Et il y a aussi quand même au début, quand on démarre, peut-être un peu moins maintenant, mais quand on a démarré, il y avait cette pression d'une entreprise. Tu vois, les règles du succès, c'est tu crées ton entreprise, ton chiffre d'affaires augmente, tu recrutes une armée de collaborateurs à tes côtés et globalement, ton succès est défini voilà, par le nombre de collaborateurs que tu as. D'ailleurs, il y a quelqu'un encore récemment qui m'a dit, en fait, comment tu fais pour continuer ta croissance alors que tu as toujours combien pas de moutons et de chameaux? Je rigole. On ne dit pas que les salariés sont des moutons et des chameaux. On dit juste que se référer à cet indicateur, c'est comme mesurer la richesse de quelqu'un à ses moutons. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, chacun est libre en tant qu'entrepreneur de choisir comment il veut définir son business. Il y en a qui voudront des collaborateurs, il y en a qui n'en voudront pas. Il y en a qui vont travailler 50, 60, 80 heures par semaine et il y en a qui voudront travailler moins. Et en fait, c'est OK. Et finalement, c'est en définissant nos propres règles du succès et en se comparant avec cette vision, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour atteindre cette vision et respecter ces règles, que finalement, on va pouvoir progresser. Parce que continuer à se focaliser sur un modèle qui n'est pas le nôtre, ça va juste faire en sorte que ça va juste faire qu'un jour, on va se réveiller, on va se dire c'était pas là où je veux être, je l'ai atteint et finalement, je suis pas satisfaite. Alors là, on parle plein de convictions. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore, comment dire, victime de ça. Moi, très régulièrement, je suis encore en train de me comparer, de me dire ah putain, l'autre il fait mieux. Et après, je me dis oui, mais en fait, c'est pas ce que je veux moi. Donc c'est pas très grave, tu vois. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire que moi, c'est quand même un truc quand tu es exposé sur les réseaux sociaux, quand tu vois, tu compares obligatoirement. Donc c'est bien toujours de se rappeler oui, mais ok, mais c'est pas ce que je veux forcément moi. Donc c'est ok. Et il nous est arrivé, nous aussi, de prendre des décisions qui allaient à l'encontre de cette règle. Donc, c'est pour ça que, pour moi, elle est super importante et que si on doit en retenir une seule, ce serait celle-ci. Putain, on a envoyé du lourd, là, pour notre anniversaire. Non, mais je pense que c'est sympa de prendre cette date pour justement partager ces réflexions qu'on a menées et qu'on garde depuis plusieurs années maintenant.
On espère que cet épisode un peu n'importe quoi vous a plu. Moi, je me suis bien amusée. J'espère que vous avez écouté ça aussi en vous amusant, en vous questionnant aussi. Et peut-être, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que vous nous répondiez. Vous trouvez le canal de votre choix sur Instagram, sur LinkedIn. Vous nous disiez, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. J'ajoute cette leçon. Moi, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, la plateforme de votre choix, en nous laissant un petit mot. Ça nous ferait super, super plaisir. Et en plus, voilà, pour notre anniversaire, je pense que ça peut être un chouette cadeau. Vous pouvez même nous dire bon anniversaire. Ah, c'est une bonne idée, ça. Parce qu'on adore ça. Ah ouais, c'est une trop bonne idée. Ah, j'adore ton idée. Laissez-nous des petits messages d'anniversaire. Pour l'heure, on vous dit à très vite avec un nouvel épisode de My Marketing Podcast.